Ok, donc bonjour à tous. Quatrième petite vidéo concernant le cours d'automatisation destiné aux premières aéros. Alors cette vidéo-ci est destinée au chapitre 7 qui traite des fonctions mémoire. Alors ce chapitre-ci est assez volumineux et est l'un des chapitres les plus compliqués du cours. Donc je vais sans doute le fractionner en plusieurs petites vidéos, 2 voire 3 vidéos pour que ce soit moins lourd pour vous à visionner. Alors, ce chapitre-ci, chapitre 7, il traite des fonctions mémoire. Donc, comme son nom l'indique, une fonction mémoire, c'est une fonction qui reste dans un état mémoire, donc c'est-à-dire qui voit sa sortie inchangée pendant un certain temps. D'accord? Alors, point 1, généralité. Après une action, une fonction mémoire permet de conserver un état de sortie pendant une durée illimitée tant qu'il n'y a pas de nouvelle action. D'accord, alors le terme ici illimité est très important parce que on veut garder l'état inchangé pendant un temps indéterminé, d'accord, jusqu'à en fait ce qu'on applique de nouvelles actions au niveau des entrées de la fonction. Alors l'état de cette sortie dépend des actions passées au niveau des variables d'entrée, donc tant qu'on ne modifie pas les entrées de notre fonction, eh bien celle-ci va rester en état mémoire. Alors cette fonction peut être matérialisée en différentes technologies, on va les voir ensemble. Nous avons par exemple les technologies mécaniques où nous avions vu au début du cours, si je le dessine à côté, tout simplement un interrupteur relativement simple, d'accord, où nous avions un interrupteur mécanique, comme un interrupteur mural pour les lampes, tout simplement. Donc j'ai un interrupteur qui, lorsque je le ferme, peut rester en temps indéterminé dans cette position-là. Donc ça c'est un interrupteur mécanique qui par construction reste dans l'état mémoire. Alors, ce petit interrupteur-ci, c'est ce qu'on appelle l'interrupteur à bascule ou le tumbler. On ne va pas l'aborder ici parce qu'on l'a vu déjà au début du cours. Par contre, la fonction mémoire suivante qui est réalisée avec les relais électromagnétiques, celle-là, on va l'aborder. D'accord. Alors je peux faire un petit rappel sur le côté aussi sur le relais magnétique. Alors un relais magnétique est composé de quoi? Il est composé tout simplement d'une petite bobine. C'est le relais à proprement dit. Alors, cette bobine-ci, elle peut être parcourue par un courant, d'accord, I, et lorsque le relais, la bobine est parcourue par un courant I, celle-ci va générer tout simplement un champ magnétique que je vais nommer ici tout simplement B, comme le champ magnétique. D'accord. Donc, la bobine, une fois qu'elle est parcourue par un courant, génère un champ magnétique B. D'accord. Alors, généralement, la bobine du relais prise individuellement, elle ne sert pas à grand chose. Généralement, cette bobine-ci sert à commander un autre élément qui s'appelle peut-être un interrupteur. D'accord. Donc on peut dessiner un interrupteur sur les côtés. Et alors, comment est-ce que la commande se fait? Tout simplement par l'attraction magnétique entre le champ magnétique créé par la bobine et le matériau qui est du métal utilisé pour l'interrupteur. C'est-à-dire que lorsque la bobine est parcourue par un courant I, elle va générer des lignes de champ magnétique B ici, qui vont attirer tout ce qui est métallique, et donc elles vont attirer l'interrupteur qui va tout simplement se fermer. D'accord? Pour réouvrir l'interrupteur, il suffit de couper le courant qui circule dans la bobine, le champ magnétique va s'annuler et l'interrupteur généralement revient dans sa position de repos. Donc ça c'est le fonctionnement de la bobine et du relais électromagnétique qu'on a déjà abordé au chapitre précédent qui traitait des fonctions de temporisation. Donc je ne m'attarde pas plus sur cette partie-là. Alors, le relais magnétique, grâce à cet élément-là, on peut réaliser deux types de fonctions mémoire. Celle qui est à déclenchement prioritaire et celle qui est à enclenchement prioritaire. Donc je rappelle aussi, le déclenchement, c'est lorsque l'on stoppe ou que l'on arrête un système. Et l'enclenchement, c'est lorsque l'on enclenche, donc que l'on met en marche, qu'on effectue une mise en marche d'un système. D'accord? Alors, je vais vous lire le petit texte et puis je reprendrai le schéma que j'expliquerai sur le côté. Alors, pour la fonction mémoire à déclenchement prioritaire, on dit que l'enclenchement du relais est assuré par l'appui sur le bouton poussoir M, le courant circule dans la bobine, le relais se ferme. Alors, il en est de même pour le contact X, on peut alors relâcher le bouton poussoir M,
l'alimentation du relais est assurée par la fermeture du contact de maintien X. L'arrêt se fait en ouvrant le circuit par l'appui sur le bouton d'arrêt à barre. D'accord ? Alors, je vais reprendre le petit schéma de la fonction mémoire sur le côté. Donc, cette fonction mémoire-là, elle est composée de quoi? Premièrement, d'une alimentation, qui est dessinée ici à gauche. On peut dire que c'est une alimentation, par exemple, plus 5 volts. Et d'une masse, par exemple, à côté 0 volts. D'accord? Alors, le premier élément est un bouton d'arrêt, c'est un bouton poussoir. Celui-ci est en position normalement fermée. D'accord? Donc, le bouton d'arrêt, on va le nommer A. Il est en position normalement fermée, donc il s'appelle A bar. D'accord? Ensuite, nous avons un bouton de mise en marche, qui est aussi un bouton poussoir, mais cette fois-ci en position normalement ouverte. D'accord? Bouton d'arrêt normalement fermé, bouton de marche normalement ouvert. Alors, pour activer et fermer ce contact, il faut que j'appuie dessus, donc on va l'appeler M. Si j'appuie sur M, je ferme le contact. À côté, nous avons un relais grand X, c'est par exemple notre bobine que l'on a dessinée tantôt, notre relais électromagnétique, on va le nommer grand X. Et à côté, nous avons le la variable petit x, qui est en fait le contact de maintien. Donc on peut dessiner par exemple le petit interrupteur que fermait le relais comme étant le contact de maintien petit x. D'accord? Donc on le met petit x. Grand X, c'est le relais. Petit x, c'est le contact de maintien qui est fermé par le relais. Alors, normalement, il y a un lien entre les deux qui est l'attraction par le champ magnétique. Ici, dans le schéma, nous ne l'avons pas représenté, mais il faut bien savoir que quand x est excité, petit x se ferme. D'accord? Alors, comment marche le système? Tout simplement, pour mettre en marche le système et alimenter en courant notre relais ici grand X, il faut que quoi? Eh bien, il faut que je ferme le contact ici M. Donc, je dois appuyer sur le bouton poussoir de mise en marche pour fermer le contact. À ce moment-là, le courant va pouvoir passer de mon alim par le bouton poussoir, par le bouton de mise en marche qui va maintenant être fermé, et pouvoir circuler dans X. D'accord? Une fois que X est alimenté, elle va générer un champ magnétique qui va attirer petit x et qui va le fermer. Donc x, quand il est alimenté en courant, vient fermer le contact ici de maintien petit x. À ce moment-là, le courant peut également passer dans la deuxième branche qui est constituée de A bar et de X. D'accord? Je peux relâcher l'effort que j'exerçais sur le bouton de mise en marche et réouvrir ici le contact M. Le courant sera quand même amené à X par la deuxième branche qui est A bar et X. Donc X va rester excité par le courant qui circule dans la deuxième branche malgré que j'ai ouvert le contact d'arrêt. D'accord? Donc maintenant, si je veux arrêter le système, je veux arrêter le courant qui circule dans X, eh bien, une seule solution, j'ouvre tout simplement ici le bouton d'arrêt, donc je viens appuyer sur A bar pour ouvrir le circuit. À ce moment-là, aucune des deux branches ici ne va être alimentée en courant, le courant est stoppé et il n'y a plus de courant qui arrive à X. L'élément, le relais est désexcité. D'accord? Alors, même si j'appuie sur le bouton de mise en marche, si le bouton d'arrêt est ouvert, eh bien, aucun courant ne circulera dans X. C'est pour ça qu'on en appelle ici la mémoire à déclenchement prioritaire, parce que si j'ouvre le contact d'arrêt, j'ai beau appuyer et fermer le contact de mise en marche, aucun courant ne circulera dans X. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça fonction mémoire? C'est tout simplement que une fois que j'ai, à partir du point de départ, activé le bouton de mise en marche, le courant circule dans le relais ferme le contact de maintien, et donc tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton de mise arrêt, le courant peut circuler dans la deuxième branche et alimenter X. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, si je mets ça sous forme d'équation, l'équation de X, c'est quoi? On va considérer X à l'état O. Donc X est à l'état O, donc est alimenté en courant quand quoi? Quand le courant passe par A bar et par M, donc je dois appuyer sur le contact pour passer par M, pour le fermer. Donc je passe par A bar et par M, les deux éléments sont en série, donc je mets un fois entre les deux. D'accord?
Ou j'ai une deuxième possibilité, je passe par la deuxième branche qui est A bar et X. D'accord? Donc j'ai la deuxième possibilité, c'est un ou, un plus. J'ai A bar fois X, parce que A bar et X sont en série. C'est un petit X ici. D'accord? Donc j'ai A bar fois M plus A bar fois X. Et donc j'ai mon équation finale qui peut être mise en évidence, où j'ai A bar dans le premier terme, A bar dans le deuxième terme. Donc je mets A bar en évidence. Je vais avoir X égale A bar fois M plus petit x. Et donc cette équation-ci, je la retrouve ici. X est égal à A bar plus, fois M plus X. D'accord? Petit x. C'est l'équation de mise en fonctionnement de X. Ok? Ça, c'était la première mémoire. La deuxième mémoire, c'est celle qui est à enclenchement prioritaire. Donc, idem, je vais lire le texte et puis vous expliquer le schéma sur le côté. Donc, l'enclenchement du relais est assuré par l'appui sur le bouton poussoir M. Le contact de maintien X assure le passage du courant dans la bobine lorsque l'on a relâché le bouton poussoir M. L'arrêt est assuré par le bouton poussoir A bar sous réserve que M est relâché. Donc, de nouveau, je reprends le petit schéma. Alors ici, le schéma va être quelque peu différent. On va plus mettre le bouton de marche et le bouton d'arrêt en série, mais cette fois-ci, on va la mettre en parallèle. D'accord? Donc je retrouve les mêmes éléments. J'ai le bouton de marche qui est un bouton poussoir normalement ouvert. Un bouton d'arrêt qui est un bouton poussoir normalement fermé, que je nomme A bar. Le contact de maintien petit x qui est un normalement ouvert. Et le relais grand X. Grand X commande la fermeture de petit x lorsque x est parcouru par un courant. Alors, de nouveau, je retrouve aussi mon alimentation à gauche, donc plus 5 volts par exemple, et ma masse à droite, 0 volts. Alors, pour enclencher le système, le mettre en marche et alimenter X en courant, ben, tout simplement, je viens fermer le contact M, je viens appuyer sur le bouton poussoir M, et le courant circule directement vers X. D'accord? Une fois que le courant circule dans X, ben, la bobine est excitée, elle vient fermer le contact de maintien X, et le courant peut également circuler dans la deuxième branche, qui est la branche A bar, X et grand X. D'accord? Une fois que le courant circule aussi dans la deuxième branche, je peux relâcher mon bouton poussoir M, réouvrir le contact, la bobine grand X, le relais va rester excité car le courant continuera à circuler dans la deuxième branche X. Dans la deuxième branche avec petit x. C'est pour ça qu'on appelle aussi cette partie-ci mémoire, parce que voilà, j'ai relâché l'effort, mais le relais X restera excité grâce à la deuxième branche. Maintenant, pour arrêter le système, je relâche l'effort que j'ai fait sur le bouton poussoir M et je viens appuyer sur le bouton d'arrêt, je viens ouvrir la deuxième branche. À ce moment-là, la première branche est ouverte, pas de courant qui circule. La deuxième branche, elle va être ouverte à cause du bouton d'arrêt, donc il n'y a pas de courant qui circule. Et donc, je n'ai plus aucun courant qui circule dans X. D'accord? Donc, je viens d'arrêter mon système. Petit cas particulier, imaginons maintenant que je viens ouvrir mon bouton d'arrêt, je pousse sur mon bouton poussoir d'arrêt, la deuxième branche s'ouvre, donc j'ai pas de courant qui circule dans la deuxième branche, mais si je viens activer maintenant mon bouton poussoir de mise en marche, je viens fermer ce contact-ci, eh bien un courant circule dans la première branche, pas de courant circule dans la deuxième branche, mais X va rester alimenté par le courant de la première branche. Donc malgré que j'ai ouvert ici mon contact d'arrêt, si j'appuie sur le bouton de mise en marche, ben le système, ici qui est le relais, restera alimenté. Donc l'enclenchement, le bouton de mise en marche, est prioritaire sur le bouton d'arrêt. C'est pour ça qu'on parle ici de mémoire à enclenchement prioritaire, tout simplement. Alors, ici aussi, je peux donner l'équation de grand X. Alors, grand X va être à l'état O, va être alimenté ou excité par quoi? Ben, tout simplement par un courant qui circule dans la première branche. Donc, j'ai le courant qui va passer par la branche M. Je dois appuyer sur M pour fermer la première branche. À ce moment-là, X sera excité. Donc, je peux écrire M, tout simplement. Ou, deuxième solution, je passe par la deuxième branche. Donc, c'est un OU. Je mets un plus. Je passe par A bar et X. Donc je dois fermer X, je ne dois pas toucher à A bar, donc je ne dois pas toucher au bouton d'arrêt, j'ai A bar, et je dois fermer le contact X, donc j'ai A bar fois X,
petit x ici. Et donc j'ai m plus a bar fois x, ce qui est la relation donnée dans le cours. Donc ça c'était pour les deux mémoires faites à base de relais électromagnétiques. L'autre type de mémoire que l'on va étudier en long et en large dans ce cours-ci, c'est la bascule électronique. Alors la bascule électronique, elle est composée de quoi? Elle est composée tout simplement de portes logiques que l'on a vu deux chapitres au préalable. D'accord? Alors la première bascule, c'est ce qu'on va appeler la bascule RS ou R bar, S bar. Alors R et S, ce sont tout simplement deux entrées de notre bascule, donc l'entrée S et l'entrée R. D'accord? Alors je vais la reprendre également sur le côté. Alors ici nous avons une bascule qui est composée d'une entrée ici S et d'une entrée R et de 1, 2, 3, 4 portes logiques. Alors ces portes logiques là sont des portes, on reconnaît le symbole, c'est un symbole de porte logique NAND, d'accord? Donc ce sont des portes non et, parce qu'on a le symbole de la porte logique et avec la petite boule d'inversion. Et alors on voit que ici par exemple, l'entrée S est répercutée sur les deux entrées de ma porte logique via une mise en parallèle, d'accord? Donc ici je vais avoir S fois S, d'accord? S fois S, ça me donne S. J'inverse, je vais avoir S bar. Donc en fait, l'entrée de ma porte logique est une entrée S, la sortie, bah, ça va être S bar, parce que j'ai S fois S, inversion, donc ça me donne S bar. D'accord? Donc j'ai la même chose que S pour la deuxième entrée en R, d'accord? J'ai aussi une porte logique où j'ai les deux entrées qui sont mises en parallèle pour répercuter la même variable sur l'entrée. La deuxième partie de la fonction de la bascule électronique est composée également de portes NAND, sauf que celle-ci, la première entrée, on va prendre la sortie de la première porte logique, et la deuxième entrée va être en fait la sortie du deuxième système, d'accord? Donc j'ai en sortie de mon système une première sortie qu'on va appeler Q, et une deuxième sortie qu'on va appeler Q bar, d'accord? Et donc je reprends à chaque fois la sortie que je répercute à l'entrée de la porte logique. Voilà de quoi est composée ma bascule électronique RS, d'accord? Alors, si je veux réaliser une petite table de vérité, on va étudier le fonctionnement avec différentes variables d'entrée et regarder ce qui se passe au niveau de la sortie, d'accord? Alors, je vais redessiner tout cela proprement. Donc, je reprends la bascule RS et je vais reprendre également la table de vérité. Voici. Alors, on considère aussi, toujours pour la table de vérité, que initialement, la sortie Q est à l'état logique O, donc elle est à 1. Ça c'est important, sinon vous aurez du mal à déterminer le fonctionnement de la bascule. Donc à chaque fois, on part du principe que la sortie Q est à l'état logique O. Alors, premier cas, je viens appliquer tout simplement 1 sur la sortie, sur l'entrée S et 0 sur R. Donc je vais avoir ici 1 et je vais avoir 0 ici. Alors, si j'applique 1 au niveau de S, je vais avoir 1 ici, 1 là. Je vais avoir 1 fois 1, ça va donner 1. Inversion, je vais avoir 0. Donc S bar, qui est la sortie de la première porte logique, sera à 0. On le voit ici. Si je fais la même chose pour la deuxième entrée, R, je vais avoir 0 fois 0, ça me donne 0. Inversion, ça va me donner 1. Donc la sortie de la deuxième porte logique ici est R bar. R bar sera à 1. On le voit ici. 1 R bar, 1 R bar. Alors, on part initialement avec une sortie Q qui est à 1, d'accord? Donc je vais prendre la valeur 1 ici, je viens la répercuter là, je vais avoir 1, 1, d'accord? 1 fois 1, ça va me donner 1, inversion, ça va me donner 0. Donc Q bar sera à 0, ici, d'accord? Et donc j'ai réalisé déjà le premier cas de ma fonction mémoire. S1, R0, ce sont les deux entrées, et bien je vais avoir en sortie Q est égal à 1 et Q bar est égal à 0. D'accord? Et alors, on peut vérifier que Q est bien à 1, parce que ici j'ai 0 en Q bar, que je répercute sur cette entrée-ci.
j'ai S bar qui est à 0, donc je vais avoir 0 aussi. 0 fois 0, ça me donne 0. Inversion, ça va bien me donner le 1 ici. Donc j'ai bien vérifié le fonctionnement. Donc j'ai fait le premier cas ici. D'accord? Alors je vais effacer pour faire le deuxième cas, où en fait on va tout simplement changer une valeur. On va non plus donner une entrée S égale à 1, mais une entrée S égale à 0. D'accord? Alors, je pars toujours initialement Q est égal à 1, d'accord? Alors, S, cette fois-ci, passe à 0. Alors, je vais avoir 0 fois 0, ça fait 0, fois inversion, ça me donne 1. Donc, si S est égal à 0, S bar sera à 1. C'est logique, parce que S bar est l'inverse de S. Alors, R est égal à 0, je vais avoir le même raisonnement, je vais avoir une sortie R bar qui est égale à 1. Donc, R est égal à 0, R bar est égal à 1. Ensuite, Q est égal à 1. Je viens le répercuter sur l'entrée de la deuxième porte logique ici. J'ai aussi un 1 sur le côté. Donc j'ai 1 fois 1, ça me donne 1. Inversion, ça me donne 0. Donc Q bar est à 0. D'accord? Alors Q bar est à 0. Je répercute sur aussi la deuxième porte logique ici. La deuxième entrée de la deuxième porte logique. Le 1, je répercute aussi. J'ai 1 fois 0, ça me donne 0. J'inverse, ça me donne bien 1. Donc j'ai aussi vérifié où j'ai Q est égal à 1 et Q bar est égal à 0. Donc deuxième cas, quand les deux sorties sont à l'état logique bas, eh bien je reste en fait avec les mêmes valeurs que le cas précédent. C'est ce qu'on appelle ici la fonction mémoire, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc deux entrées à l'état logique bas, ben, Q est égal à 1, Q bar est égal à 0. On vient de faire le deuxième cas. On va procéder maintenant au troisième cas, où on va tout simplement changer, cette fois-ci non plus la sortie S, mais la sortie, l'entrée S, mais on va changer tout simplement l'entrée R. D'accord? Alors ici, on peut voir ce qui se passe juste après. Alors, S est égal à 0, R est égal à 1. D'accord? Donc ici, j'ai 0 fois 0, j'inverse, ça me donne 1. Ok, ici, 1 fois 1, ça me donne 1, j'inverse, ça me donne 0. Donc quand S vaut 0, S bar vaut 1. Quand R vaut 1, R bar vaut 0. Ok. Alors, de nouveau, on va partir du cas où Q est égal à 1. 1, je reprends la valeur de 1, je la mets ici. Donc j'ai 1 et 0. 1 fois 0, ça me donne 0. J'inverse, ça me donne 1. Ici, d'accord? Donc Q bar va être à 1. Ok. Alors, je vais vérifier si la sortie Q est bien à 1. Comme Q bar est égal à 1, je répercute cette valeur-là sur la deuxième entrée de la porte logique. S bar est égal à 1, donc j'ai 1 fois 1, ça me donne 1. J'inverse, ça me donne 0. Donc Q bar va basculer à 0 tout simplement. D'accord? Et donc je vais avoir Q bar Q qui est à 0, ici, et Q bar qui est à 1. D'accord? Donc on va changer la valeur des entrées, des sorties, pardon. Donc S0, R1, Q0, Q bar 1. Ok. On vient de faire le troisième cas. On va faire le quatrième cas maintenant, où on va changer une dernière fois l'entrée S. On va la remettre à l'état logique O. De cette manière-ci, on aura les deux entrées qui vont être à l'état logique O, ce qu'on n'a pas encore fait. Alors, analysons un petit peu ce qui va se passer. Si S est égal à 1, ici je vais avoir 1 fois 1, ça va me donner 1. J'inverse, ça va me donner 0. Donc, S est égal à 1, S bar est égal à 0. Idem pour R, parce que R est à l'état 1, donc R bar sera à 0. 1, 1 sur les deux entrées, ben en S bar et en R bar, je vais avoir 0, 0. Alors 0 fois quelque chose ici, ça va me donner 0. J'inverse, ça va me donner 1 ici. D'accord? Donc je peux avoir n'importe quoi sur la deuxième entrée de la porte logique ici. Comme la première entrée est à 0, j'aurai 0 fois quelque chose, ça va me donner 0. J'inverse avec la boule inverseuse, ça va me donner 1. Idem pour le deuxième cas. 0 fois quelque chose, ça peut être 0 ou 1. Donc 0 fois quelque chose, ça va me donner 0. J'inverse, ça va me donner 1. Et on voit qu'ici, avec les deux entrées S à 1 et R à 1, les deux entrées à l'état logique O, j'ai les deux sorties qui sont à l'état logique O aussi. J'ai l'état logique 1 pour Q et l'état logique 1 pour Q bar. D'accord? Voilà, ça me donne les
4 cas. On a étudié les 4 cas. Alors, ces 4 cas portent un nom, d'accord? Alors, le premier cas, c'est ce qu'on appelle le S, donc la condition de set, c'est la condition de positionnement. C'est là où on va imposer les valeurs au niveau des sorties, d'accord? Alors, deuxième cas, je change tout simplement, je garde la valeur 0 au niveau de R et je change la valeur de S. Ça veut dire que S va passer de l'état haut à l'état logique bas. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au niveau des sorties? Ben, rien ne change. Ça veut dire qu'on garde la même position de sortie. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement une fonction mémoire. Voilà. Donc, quand on passe les deux sorties au même état logique, les deux entrées, pardon, quand on impose les deux entrées au même état logique bas, eh bien, la bascule va conserver le même état de sortie. Donc, c'est ce qu'on appelle la fonction mémoire ici. Alors, par contre, si je passe dans la condition inverse, où je mets l'entrée S à 0 et l'entrée R à 1, ici, je vais avoir la condition R qu'on appelle l'entrée reset, c'est ce qu'on appelle la remise à 0 parce que la sortie Q ici bascule à 0 tout simplement. Et le quatrième cas, quand S et R valent tous les deux 1, Q égale Q bar, donc Q égale 1, Q bar égale 1, et ça c'est ce qu'on appelle l'état interdit. Alors pourquoi état interdit? Parce que en fait les deux sorties, Q et Q bar, sont censées être opposées, parce que Q c'est l'inverse de Q bar et Q bar est l'inverse de Q. Donc si elles sont toutes les deux au même état, c'est comme si on avait A égale A bar, c'est pas possible, donc c'est un état interdit. Donc premier cas, positionnement, deuxième cas, mémoire, troisième cas, reset, remise à 0, et le quatrième cas, le cas interdit, tout simplement. D'accord? Alors, on peut faire exactement la même bascule, non pas avec des portes NAND, mais des portes NOR. D'accord? Le fonctionnement sera identique. Mis à part que le cas interdit ne se passera pas pour une condition de 1 et de 1 au niveau des entrées, mais une condition de 0 et de 0. D'accord? Et le cas de mémoire ne se passera pas pour les deux entrées à l'état logique bas, mais se passera pour les deux entrées à l'état logique haut. Mis à part ça, le fonctionnement est identique. D'accord? Donc, à l'examen, je pourrais vous demander d'expliquer une bascule. Alors, je pourrais vous donner soit une bascule composée de portes NAND, comme ici, soit une bascule de portes composée de portes NOR, comme ici, peu importe. Vous devez être capable d'expliquer le fonctionnement de ces bascules-là. D'accord? Donc on dit ici, les conclusions sont identiques au montage précédent, excepté pour l'état interdit. Ici, il a lieu pour R et S est égal à 0. Alors, réalisation d'une fonction pneumatique cette fois-ci. Donc je vais de la même manière reprendre sur le côté car c'est plus simple pour écrire des choses. Alors, comme ceci. C'est peut-être un petit peu grand, je vais faire autrement. Copier l'image, c'est toujours un peu grand. Troisième solution, l'outil capture. Copier, coller. Voilà, parfait. Alors, ici, nous avons une fonction mémoire qui est réalisée à partir de distributeurs et d'éléments pneumatiques, comme on a vu au chapitre précédent. Deux chapitres avant, pardon, qui était le chapitre concernant les fonctions pneumatiques. Alors, nous avons ici un distributeur principal que l'on a nommé grand X, d'accord? Grand X étant la commande de ce distributeur-ci. Alors, il possède ici deux circuits avec à chaque fois, je vous rappelle, la position de repos en trait plein et la position de travail en trait pointillé. Donc, on a un relais principal. Pas le relais principal, le distributeur principal, pardon. Nous avons un deuxième petit distributeur ici, qui est le distributeur de marche. C'est l'équivalent du petit bouton poussoir de mise en marche dans le cas précédent. Et nous avons ici un distributeur de mise à l'arrêt, d'accord, qu'on va nommer A. Et nous avons un vérin simple effet qu'on nomme S. Alors si je reprends par exemple le petit bouton, le petit distributeur de mise en marche, la commande ici se fait par une commande manuelle, donc il faut appuyer dessus pour le commander. Donc la commande ici s'appelle M, d'accord? Alors deux positions, la position en trait plein qui est la position de repos de mon distributeur. Donc naturellement si j'appuie pas sur M, eh bien le fluide
peut circuler par la voie ici en très plein. Par contre, si je viens activer la commande, je viens appuyer sur M, eh bien, je bascule en position de repos, et ici je mets un premier réservoir, une première alimentation, en contact avec la deuxième voie de travail vers la suite. D'accord? Donc, quand je n'appuie pas sur M, j'ai l'état antagoniste à M, donc j'ai la position de repos ici. Donc la position de repos, je peux l'appeler M bar, tandis que quand j'appuie sur M, je viens pousser sur ma commande ici, je bascule en position de travail, donc la deuxième voie, je l'appelle M, tout simplement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on appelle les deux voies M bar et M, pour petit rappel. Alors, on peut donner l'équation de remplissage de X, alors grand X étant ici tout simplement la commande de mon premier distributeur principal. Alors, remplissage de X, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut envoyer de la pression pneumatique ici, parce que le symbole ici de la commande est une commande pneumatique. Le remplissage de X, c'est quand j'ai une pression qui arrive et que j'ai le fluide pneumatique qui arrive au niveau de ma commande. Alors, pour faire venir la pression pneumatique sur cette commande-ci, j'ai deux moyens, parce que je vois ici que j'ai une première alimentation et une deuxième alimentation. Alors, l'équation de remplissage de X, ici, se fait, alors on va étudier le premier schéma, pour envoyer de la pression à ce niveau-ci, je peux procéder par la première alimentation ici, qui va circuler par la branche ici M, parce qu'il faut que j'appuie sur la mise en marche, ici, la commande du distributeur de mise en marche, pour le faire basculer en position de travail. Donc j'ai M. Je vais avoir M. Alors, le fluide va passer ici, dans la voie de travail. Ensuite, il doit passer dans le distributeur de mise à l'arrêt. Alors ici, on voit que la voie est déjà en contact et assurée par la position de repos. Donc je ne dois pas appuyer sur A. C'est pour ça que je passe par la voie A bar. Alors M et A bar sont en série. Donc je mets un fois entre les deux. Je vais avoir M fois A bar. Et puis la pression arrive directement à X. Parfait. Ça, c'est la première solution, M fois A bar. Alors, deuxième solution, je vais passer par le distributeur principal lui-même, car il est aussi alimenté en pression, ici. Alors, pour envoyer de la pression de cet endroit-ci vers X, je dois passer par quel chemin? Je dois passer par ici. Je vais essayer de le mettre en rouge, comme ça on aura une autre couleur. Donc, je vais avoir la première mise en parallèle ici. Je vais passer par la position ici de travail de mon distributeur principal. Donc je dois activer X pour basculer en position de travail. Donc je vais devoir passer par la voie X. D'accord? Alors c'est une deuxième possibilité. Donc j'ai un OU. Je vais devoir passer par X. Alors je passe par X. Ensuite je dois passer par le distributeur de mise en marche. Sauf que ici je vais emprunter la voie de repos en très plein. Donc je ne dois pas appuyer sur M, je vais avoir X fois, parce qu'on a une mise en série, M bar, ici, d'accord? Et alors je dois passer par un troisième élément qui est en série, qui est le bouton de mise à l'arrêt. Et alors ici je vois que j'emprunte également la voie de repos, donc je vais avoir A bar. Et puis la pression arrive au niveau du distributeur X ici, au niveau de la commande. Donc j'ai bien X égale M fois A bar plus X fois M bar fois A bar. Alors on voit que je peux mettre A bar en évidence. Donc je vais avoir X est égal à A bar fois M plus X fois M bar. Et je retrouve bien l'équation qui est donnée dans le cours, A bar fois M plus X fois M bar. D'accord? Maintenant, l'équation de vidange de X, alors de nouveau je vais reprendre la figure de manière un peu plus propre, comme ça je peux réécrire dessus. Alors ici on va parler de la vidange de X. Donc la vidange, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut tout simplement relier X ici à l'échappement. Donc pour relier X à l'échappement, donc je dois évacuer la pression ici et je dois l'emmener vers tout simplement, on voit ici
la mise à l'échappement. Ici, il y en a une, par exemple, c'est le petit symbole avec la flèche. Alors, première possibilité pour envoyer, pour relier, pardon, X, grand X à l'échappement, eh bien, je viens tout simplement faire basculer le distributeur d'arrêt en position de travail. Donc, j'appuie sur la commande, ici, et donc je bascule en position de travail, et donc je relie tout simplement l'échappement ici à X. D'accord? Donc l'équation de vidange de X, cette fois-ci, bah, le premier élément, je vais juste effacer pour que ce soit plus clair, le premier élément c'est tout simplement A. D'accord? Donc je relie à la position de travail à X. J'ai une deuxième possibilité, parce que je vois que j'ai aussi des mises à l'échappement ici. Donc j'ai une deuxième branche possible où je dois relier ici l'échappement ici à X. Alors, je dois passer par quoi pour aller par là? Ben, on va faire le chemin inverse. Je passe par X, d'accord, ok. Et là, je dois passer par la première branche ici, de la branche de repos du distributeur. Donc, je ne dois pas appuyer sur A. Je vais donc passer par A bar. Donc, je passe par ici A bar. Ensuite, je dois passer par un deuxième distributeur qui est en série. Donc, je vais avoir un fois. Je dois passer aussi par la position de repos de mon distributeur de mise en marche. Donc, je vais avoir la position ici M bar. X fois M bar. Et je dois passer par un dernier élément qui est aussi en série. Je vais avoir un fois. Et je dois passer par la position de repos de mon troisième distributeur, qui est le distributeur principal. Pourquoi position de repos? Parce que j'ai le trait plein qui est en dessous ici. C'est inversé par rapport aux deux cas, aux deux autres distributeurs. Et donc je passe ici par l'échappement, tout simplement. Donc je vais avoir X bar. Donc je vais avoir A plus A bar fois M bar fois X bar, qui est bien ici l'équation de vidange de X. Et la vidange, c'est ce qu'on peut appeler X bar, parce qu'on veut vider la commande. Ok. Alors, il nous reste deux petits cas à étudier. Je vais reprendre de nouveau le schéma. Alors, on va avoir cette fois-ci l'équation de remplissage de S. Alors, S ici, c'est tout simplement le vérin. Alors, le remplissage de S, c'est relativement simple. Eh bien, la seule possibilité, je ne peux pas profiter de cette alimentation-ci parce qu'elle ne peut être mise en contact qu'avec X qui est la commande. Donc elle n'entrera jamais en contact avec le vérin S. Donc la seule possibilité, c'est de faire rentrer en contact cette partie du cylindre avec la première alimentation ici, numéro 1. D'accord? Alors pour faire ceci, eh bien, je dois tout simplement faire passer l'air sous pression par la position de travail de mon distributeur principal, qui est la position X ici. D'accord? Donc en fait, le remplissage de S, c'est tout simplement X. D'accord? Et la vidange de S, c'est relier tout simplement le vérin à l'échappement. Donc pour relier le vérin à l'échappement, eh bien, je dois relier cette chambre-ci à tout simplement une branche d'échappement qui est ici la branche X bar. D'accord? Donc la vidange de S, c'est S bar et c'est égal à X bar. D'accord? Je ne peux pas profiter du deuxième échappement ici parce qu'il n'est pas en contact direct avec S et je peux pas profiter de l'échappement ici parce que en fait jamais je ne saurais le mettre en contact avec S, d'accord? L'échappement ici ne sert qu'à vidanger la commande de mon distributeur principal, d'accord? Alors pourquoi est-ce que j'appelle ça une fonction mémoire? C'est tout simplement parce que quand j'appuie sur le bouton de mise en marche, d'accord, eh bien je viens ici mettre la deuxième alimentation ici en contact avec, sans toucher bien sûr au bouton d'arrêt, mais je vais mettre cette deuxième alimentation en contact avec la commande de mon distributeur principal. D'accord? Alors le distributeur principal va s'actionner, d'accord? Et donc je vais mettre en contact la première alim en air pressurisé avec par la position, la voie de travail, avec le vérin S, et donc je vais remplir la chambre et le vérin va sortir. D'accord. Ensuite, je peux relâcher l'effort que je faisais sur M. La fonction va rester dans le même état, c'est-à-dire le vérin sorti. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que
L'alimentation ici va passer par X bar, par X ici parce que j'ai, en appuyant sur le contact M, activé la commande. Donc j'ai la pression qui peut passer par cet endroit-ci. Et donc si je relâche ici l'effort exercé sous M, le vérin rebascule en position de repos, M bar ici, et l'alimentation ici peut basculer et passer par M bar pour aller rejoindre, de nouveau via A bar parce que je ne touche pas au bouton d'arrêt, la commande X. Et donc la commande X reste actionnée malgré le fait que j'ai relâché ma commande M. D'accord? J'ai relâché le bouton de mise en marche, mais la commande X ici reste activée. Et donc j'ai le fluide qui peut toujours arriver par la deuxième voie en parallèle ici au vérin simple effet. Et donc le vérin reste toujours sorti malgré que j'ai relâché le bouton de marche. D'accord? Et alors, pour arrêter le système, je dois tout simplement, ça c'est en vert, appuyer sur le bouton d'arrêt, et là je mets tout simplement la commande X ici à l'échappement, d'accord, donc le fluide circule dans l'autre sens, et à ce moment-ci, eh bien, le vérin bascule dans l'autre position, le distributeur, pardon, le distributeur principal bascule dans l'autre position qui est la position de repos, qui est la position ici en trait continu, et donc je mets S à l'échappement, et donc le vérin rentre. D'accord. Donc ça c'est notre fonctionnement ici de la fonction pneumatique mémoire. Ok. Vous devez également aussi être capable de l'expliquer. Généralement le fonctionnement n'est pas très compliqué, il faut juste savoir quel élément sert à quoi. Par exemple, M c'est le bouton de mise en marche, A c'est le distributeur de mise à l'arrêt, X distributeur principal et S le vérin simple effet. D'accord. Alors, prochaine vidéo, nous allons aborder les mémoires à porte logique. Donc on va traiter un peu plus en détail les bascules RS et on va voir un petit peu les évolutions qu'on va pouvoir faire sur ces bascules-là et quels sont leurs avantages par rapport aux fonctions mémoire à relais ou les fonctions mémoire magnétiques, tout simplement mécaniques.